Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir lancé la lecture de ce podcast intitulé « Quand l'écologie rencontre la psychologie ». Je suis Noah Zuili, étudiant en Master 2 de gestion de l'environnement et de la biodiversité à l'Université de Montpellier. À l'occasion du Salon de l'écologie Ad Natura, se tenant du 4 au 6 février 2026, j'ai souhaité interviewer 2 chercheurs spécialistes de la gestion des écosystèmes et de la psychologie environnementale. Installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi pour un petit voyage auditif, mais on a quand même un peu de route. Alors départ de la faculté des sciences de Montpellier, je viens de rentrer dans le tram, direction la gare Saint-Roch. Station Gare Saint-Roch. Me voilà dans le train, je vais en profiter pour vous donner quelques détails sur cette interview. Les 2 chercheurs que je vais retrouver sont libanais. Je les ai rencontrés l'année dernière à la fac et j'ai eu la chance qu'ils soient à nouveau de passage quelques jours en France pour discuter écologie. Voici donc nos 2 protagonistes. Tout d'abord, Carla Katter. Elle est directrice de recherche spécialisée en écologie de la restauration. Accompagnée de Johnny Fenianos, il est chercheur en psychologie environnementale. Ils travaillent tous les 2 au CNRS Liban. Un détail assez important pour être mentionné, c'est qu'ils m'ont donné rendez-vous à Marseille, au Vieux-Port. Sachant que c'est en plein centre-ville, mais aussi à 6 km à vol d'oiseau du parc national des Calanques, je trouve que c'est l'endroit parfait pour discuter de développement humain et de préservation de la biodiversité. Notre train arrive en gare de Marseille-Saint-Charles. Et oui, tout comme cette ville méditerranéenne le fait depuis l'arrivée des Phocéens il y a plus de 2 millénaires, le développement des sociétés humaines semble inévitable. Vous avez sûrement déjà entendu que l'activité de ces 8 milliards de bipèdes que nous sommes impacte l'environnement. Le cycle de l'eau, la santé des sols, la biodiversité. Mais heureusement, la biodiversité a la chance de pouvoir compter sur des écologues, comme nos amis Carla et Johnny. D'autant qu'ils connaissent particulièrement bien les milieux du pourtour méditerranéen. Plus précisément, leur spécialité, c'est de remettre en bon état écologique les carrières après l'arrêt de l'exploitation des ressources minérales. Allons donc leur demander comment ils s'y prennent. Bonjour Carla, bonjour Johnny, merci de me recevoir. Je crois que vous avez fait un long voyage pour arriver du Liban, vous êtes arrivé il y a quelques jours. Comment vous vous sentez pour commencer ? Ça va, tout va bien. Merci Noah, merci d'avoir fait le déplacement. En temps normal, on aurait aimé nous-mêmes être à Montpellier. Merci d'être venu jusqu'à Marseille pour ceci et bonjour à tous qui nous écoutaient. Merci beaucoup, je suis très heureux de venir à votre rencontre. Alors comme je le disais dans l'intro, on va parler de psychologie, notamment au service de la restauration écologique. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi ça consiste la restauration écologique ? En fait, je vais prendre une petite analogie qui va peut-être parler à tout le monde. Un écosystème, c'est un système, c'est comme nous en tant qu'être humain, ça fonctionne. Parfois ça fonctionne bien, parfois ça fonctionne moins bien. Et quand l'être humain, en tant que dans son corps, il fonctionne moins bien, il va soit chez un médecin, soit il va vers la chirurgie. Donc, l'écologie de la restauration, c'est la science. La restauration écologique, c'est la mise en application de cette science. Donc, c'est important de savoir il faut faire la distinction entre ce qui est écologie de la restauration, c'est les gens qui réfléchissent, c'est la science derrière, et puis l'application. On va chez un médecin et on nous dit il y a quelque chose qui va mal. Donc, soit il vous dit refaites et votre corps, il va se remettre en état tout seul. Donc là, ça s'appelle de la restauration passive. On va juste réduire les menaces et on va permettre à cet écosystème de se renouveler tout seul. Soit quand ça va très très mal, il faut faire de la chirurgie et là il faut faire de la restauration écologique interventionnelle. Et justement, donc je crois comprendre que intervenir, ça veut dire modifier l'état de l'environnement.
en partant du principe où il y a peut-être une biodiversité ou des humains qui sont déjà en interaction avec cet environnement. Ça me semble être un sacré défi à relever. Comment vous vous y prenez, vous, pour mener à bien ce genre de mission? En fait, il faut avant tout prendre le temps. C'est une question de prendre le temps, de s'approprier le milieu, de comprendre ce qui va mal. Donc déjà, ça, c'est une étape indispensable. Et si tu la shortcut, si tu la dépasses, tu as dépassé une occasion de bien comprendre ce qui va mal. Donc, ce qu'on fait, nous, on a une approche qui est très basée terrain. On prend le temps de regarder, on prend le temps d'apprendre ce qui va mal. Et on a la chance donc d'avoir avec moi mon collègue Johnny, qui est quelqu'un qui a l'œil un peu pour tout. Et donc, on identifie ce qui va mal. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a compris ce qui va mal, il faut discuter avec les gens. Et c'est là que ces compétences viennent se mettre en avant. Il faut discuter avec les gens déjà pour comprendre si cette activité qui fait mal, jusqu'à quel point ils sont conscients du mal que ça fait, jusqu'à quel point ils sont prêts à modifier ce qu'ils sont en train de faire. Et puis après, on met en place un plan d'action, de préférence avec eux, pour réduire, premièrement, c'est éviter le mal, si on peut. Réduire le mal, et puis si on peut pas, on fait de l'intervention sur ce milieu pour soit remettre en état le sol, soit réintroduire la biodiversité, soit tout simplement permettre à cette biodiversité de revenir. Mais au cœur de tout ça, il y a les hommes, il y a les gens, et les gens, c'est un système à comprendre. Comme te disait Carla, c'est comme nous, on se dit comme des médecins de la nature en fait, et pareil, il faut comprendre chaque cas tout seul. C'est comme si tu vas chez un médecin ou bien ils te disent tout le temps, bon, prends du paracétamol. Mais bon, c'est pas parce que tu as mal à la tête que tu dois prendre du paracétamol. Donc il faut voir vraiment il faut savoir c'est quoi la cause de la maladie. Pour cela que nous, dans la loi, c'est souvent, tu sais, il y a il y a des remèdes entre guillemets qui sont très statiques, qui tout s'applique à la même chose. Donc ils te disent bon, il faut faire des terrasses, il faut planter chaque 7 mètres. Mais nous, on travaille différemment avec la nature. Donc il faut identifier le problème, il faut connaître très bien ton milieu de travail et il faut connaître très bien tout ce qui entoure ton milieu de travail. Donc, soit naturel, soit des écosystèmes naturels, soit des écosystèmes urbains où il y a les gens. Il faut comprendre comment ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent et leur apport à cette réhabilitation. Pour faire du sur-mesure un peu. Et évidemment, c'est tout le temps du sur-mesure. C'est ça qui n'est pas très très courant dans la réhabilitation. C'est que vraiment, on pense que tout s'applique sur n'importe quel écosystème, mais non. Donc là, il faut vraiment comprendre là où tu es et comprendre l'état des lieux, comprendre qu'est-ce qui est potentiellement, s'il y a du monde autour, accepté par les gens qui sont là pour que tu aies une réhabilitation qui soit réussite. En fait, la question avant tout et surtout, c'est de savoir ce qui se passe. Donc nous, un peu par simplification, on dit la première compétence, c'est de pouvoir boire beaucoup de café. Et donc, c'est une façon un peu simple de dire, on doit prendre le temps. Boire du café, c'est prendre le temps de parler aux gens, de les écouter, de se taire parfois. On ne vient pas en expert sur un terrain dans lequel on va être docte et expliquer ce qu'il faut faire. On a beaucoup appris, on a beaucoup à apprendre des personnes avec qui on travaille, ou bien les personnes qui sont tout simplement sur le milieu lui-même. Et dans ce cadre-là, bon, je disais prendre du café, c'est prendre le temps de les écouter, d'apprendre ce qu'ils font. Et peut-être nous-mêmes, c'est une occasion de réviser nos propres idées, nos propres acquis, même nos propres acquis scientifiques. Le défi vient du fait que dans la science, donc ce que j'appelais l'écologie de la restauration, on a l'ambition, la prétention d'avoir le temps. En écologie de la restauration, en restauration écologique, je veux dire, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a des attentes. Et ces attentes, elles ont un pas de temps tellement court par rapport à ce que toi, tu aimerais faire. Donc, tu fais une thèse, tu as 5 ans, tu te dis, je pose une question, j'ai 3 ans pour y répondre, et puis je mets mes questions de perspective. Quand tu fais de la restauration écologique, tu as 6 mois, parce que tu as en face de toi des gens qui attendent un résultat. Et c'est là qu'une discipline comme la psychologie de l'environnement nous a permis, donc moi, elle m'a permis aussi de mieux appréhender les personnes et de savoir vraiment adapter le message. Ça, c'est une spécialisation que Johnny a, c'est adapter le message. Comment est-ce que j'introduis la même chose, mais juste un peu différemment. Et un peu différemment, ça peut s'appeler de la manipulation, mais c'est pas de la manipulation, c'est vraiment apprendre c'est quoi dans la tête de l'autre qui va bloquer
Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir apporter mon message avec le plus de succès possible pour lui. Et surtout faire participer les gens, surtout quand tu as du monde autour, faire participer les gens qui vont être partie de la restauration. La plupart du temps, on vient, on étudie un peu les lieux, on fait le diagnostic, si tu veux, et puis on a dans la tête un plan de réhabilitation qu'on devait proposer aux gens. Mais on ne le propose pas directement, on laisse les gens venir avec nous, travailler avec nous, et on essaye, encore une fois, c'est pas manipuler, parce que on va leur faire savoir c'est quoi les problèmes, parce que d'habitude ils ne savent pas, et on va leur montrer un peu les potentielles solutions qui peuvent être faites. On amène ces gens-là à trouver la même solution que nous on a, un peu avec une petite, bon évidemment avec une petite déviation, une petite comment dirais-je, une petite adaptation à notre idée de départ. Et c'est comme ça qu'ils s'approprient eux-mêmes l'idée. Et ils vont venir se dire, bon, ça c'est un plan de réhabilitation que nous on a créé, et on est fiers de le créer. Et c'est pour cela qu'ils s'approprient l'idée. Et donc, du coup, tu as beaucoup plus de chances de réussite du plan de réhabilitation que si tu viens chez eux et tu leur dis, bon, ouais, moi je suis docteur en environnement, je vous présente, et c'est ça le résultat, et c'est ça votre plan de réhabilitation. Ils peuvent ne pas être contents, donc c'est pour cela il faut vraiment travailler avec les gens. Et ça a donné de très très bons résultats, et ça, on le voit avec les municipalités, avec les chefs de municipalité et les décideurs qui sont là, qui sont très contents de travailler sur un plan de réhabilitation. On les fait dessiner, c'est très interactif. Donc tu leur soumets peut-être des images, des plans, tu les fais dessiner. Ouais. Et En fait, c'est ça, c'est le jeu. On passe beaucoup par le jeu. Et l'interactif, le jeu, c'est le jeu scientifique. C'est soit des images. Aussi, Johnny, pendant sa thèse, il avait conçu comment tu appelles ça, un rapid tool, un rapid assessment tool, donc un outil rapide pour l'évaluation. C'est un genre d'image dans lequel sur un espace donné, on va organiser ces images pour comprendre quelles sont tes réticences par rapport à l'environnement et quels sont les points sur lesquels toi tu es enclin à accepter. Et donc, on fait ça, on fait une série de flexibilité que je vais laisser Johnny expliquer dans quelques minutes. Et puis après, on refait le même exercice et on voit si ça a changé. Donc, il y a le jeu par les images, il y a le jeu par les plans interactifs, il y a le jeu par le dessin. Pour un projet d'agroécologie, donc c'est pas exactement de la restauration, mais c'est aussi un changement de pratique. On avait fait tout un jeu comme un Monopoly sur lequel on mettait le plan du terrain lui-même, de la parcelle de lui-même, et puis avec des petits personnages comme les Monopoly, c'est eux qui mettaient leur vision de leur terrain. Et puis on venait avec eux, on leur disait, mais est-ce que vous avez par exemple des problèmes de vent? Oui. Ah d'accord, donc on met le problème devant, on le met devant eux. Est-ce que vous avez un problème de disponibilité de l'eau? Oui. Et donc est-ce qu'au vu de ces problèmes, vous-même, vous voulez changer votre disposition de terrain? Et donc c'est eux qui changent. Et petit à petit, comme il le disait tout à l'heure mon collègue, on revient à l'image initiale que nous on voulait faire pour son terrain, mais ça a mis 2-3 heures de plus. Mais au moins maintenant, lui, il va fièrement, il va dire à sa femme, c'est moi qui ai fait ça. Donc voilà, et cette appropriation, ce moi, il impose, donc comme je disais avant, au tout début, j'ai dit du temps, en deux, de l'humilité. Donc, la personne qui fait de la restauration écologique, c'est une personne qui devrait, dans sa tête, être humble et accepter que ses propositions soient digérées par d'autres et réappropriées par d'autres comme si c'était les leurs. Et bon, c'est un des secrets, peut-être, de la réussite d'une discipline comme ça. Parce que tu ne viens pas, tu leur dis, voilà ce qu'il faut faire, c'est, trouvons ensemble ce qu'il faut faire. Et ce ensemble, donc je résume, du temps, de l'humilité et de la embracing. C'est s'ouvrir aux autres pour les accepter. Et donc là, la flexibilité cognitive a joué beaucoup et nous a permis beaucoup de faire cet effort. Et donc le projet, quand tu fais une implémentation de projet, donc du coup la réussite, ça deviendra aussi ta réussite, et tu vas éviter que le projet va en faillite, en faille, parce que ça va être ton échec toi-même aussi, parce que tu as une grande partie de ton apport qui est là, ça va être un apport qui a échoué, et tu n'as pas envie d'avoir un échec. Et c'est pour cela donc l'appropriation d'un plan de réhabilitation écologique est très très importante.
Bon, pour la psychologie, tu me dis, mais tu fais comment, on fait quoi? Donc là, on a fait des exercices de flexibilité mentale. On a testé ça sur les gens pour faire accepter pratiques qui sont d'habitude pas très utilisées. Donc, comment tu vas faire accepter aux gens des outils ou bien des plans dans leur perception qui n'existaient pas. Donc, tu vas leur faire douter un peu de ce qu'ils font. Et donc, tu vas leur faire des exercices de flexibilité mentale qui n'ont rien à voir avec l'écologie, qui n'ont rien à voir avec le thème sur lequel on travaille. Donc tu vas leur demander par exemple 5 plus 5 plus 5, ils vont te dire 15. Ouais, est-ce que tu as d'autres réponses pour ça? Je crois pas. Mais tu sais, j'ai posé la question à des ingénieurs, il y avait une salle pleine de 400 ingénieurs, j'ai posé la même question et tout le monde dit 15 et on s'arrête là. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Et tout le monde me dit non. Parce que c'est les gens qui ont de l'éducation, hein, ils vont te répondre 15. Mais si tu poses la même question à un gamin de 12 ans, 13 ans, il va te dire 10 plus 5. Ce qui est une bonne L'équation est exacte. Exact. Il va te dire 1 plus 1 plus 1 plus 12. Donc là, tu ouvres un peu, et si ma réponse n'est pas vraiment la seule réponse qui est vraie. Donc du coup, ces croyances, ils vont être un peu mises en doute. Et donc là, si tu viens avec une nouvelle approche et tout ça, il va te dire, mais pourquoi pas? C'est vraiment pas. Je te dis, donc c'est une 15 minutes en fait qu'on travaille avec les gens et on leur essaye d'ouvrir un peu l'esprit. Et ça donne vraiment des résultats magnifiques. On fait des tests avant, on fait des tests après sur la perception et ça change beaucoup. Et les gens sont prêts à accepter d'autres solutions qui n'étaient pas envisageables avant. Oui. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, il y a la thèse de Johnny Fernanos sur ça que vous pouvez lire éventuellement. Et puis, oui, exactement. Et qu'il y a 3 articles qui sont associés. Et il y a un article que nous finissons là maintenant sur le pouvoir du doute. Et c'est le pouvoir du doute dans l'écologie de la restauration. C'est ce que Johnny vient de vous expliquer maintenant. Et donc, cette capacité de faire remettre en question les personnes de leurs propres convictions. Et donc, une fois que tu les fais douter, tu ouvres une porte qui, testée par Johnny, infinie. Parce qu'une fois que tu as compris que 15, c'est la seule solution, mais c'est pas la seule solution, et tu as tout un champ de possibilités. Et dans ce champ de possibilités, c'est comme les couleurs dans l'ordinateur. Au début, on était à rouge, vert, bleu, et puis d'un coup, on passe à 36 millions de couleurs. Comment? Juste en faisant de recombinaisons de ce qui existe. Et voilà, donc ça, c'est une grande chance que nous avons eue et que l'écologie de la restauration nous offre, parce qu'on va être des remédiateurs d'un milieu. D'accord. Merci pour ces conseils précieux. Peut-être pour finir, vous auriez un exemple qui vous aurait vraiment marqué dans votre carrière, où vous avez rencontré des gens, vous êtes allé sur le terrain? Regarde, c'est sympa parce que, là, je te vais te donner un super exemple qui nous est sur un de nos projets. C'était un projet en Turquie. Donc, le ministère de l'Environnement en Turquie nous a demandé de travailler avec eux sur une carrière de marbre qui est apparemment ils ont travaillé beaucoup sur les carrières, ils ont essayé beaucoup de la réhabilitation et ils n'ont pas réussi à avoir un bon résultat. Donc ils nous appellent, ils nous disent est-ce que vous pouvez nous donner du conseil? Donc on a été chez eux et on a travaillé avec eux pendant, je pense, 8 mois avant de donner les plans de réhabilitation. On était là avec notre compagnie qui est Ecomed, que vous connaissez, je pense. On a travaillé avec eux et c'était le ministère. Et donc, du coup, en Turquie, les gens, je vais pas, ils pensent qu'ils sont très, très, très forts en réhabilitation parce qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé, mais notre vision de la réhabilitation est un peu différente de la leur. Donc, du coup, au début, ils étaient très, très, très réticents. Mais impossible comme ils étaient réticents. Et ils disaient, vous venez vous nous apprendre notre métier. Et on était sur un projet avec l'AFD, je pense. Avec d'autres ingénieurs en écologie ou en environnement, pas forcément avec les populations locales. Là, non, c'est ça. Oui. C'était en fait le ministère avec les gens qui sont responsables de ce cadre de réhabilitation dans tout l'État de la Turquie. Donc, ils étaient très, très, très réticents à nous entendre.
Et donc, on a fait un truc, on les prenait avec nous sur le site à chaque fois qu'on allait, et on leur montrait un peu le fonctionnement des écosystèmes et des mini écosystèmes qui sont là, parce que la nature, elle fait très bien les choses. Et donc, c'est pour cela que tu trouves la notion nature-based solution. Donc, c'est SFN en français. on regarde beaucoup, on observe beaucoup, et on regarde un peu comment la nature, elle fait, et on essaye d'imiter ce qu'elle fait pour réussir un plan de réhabilitation. Donc, au bout de 8 mois de travail avec cette communauté, donc on est passé de non, mais que vous ne comprenez rien, à Venez nous dire ce que vous en pensez. avec un comité qui dise bon voilà, c'est le plan de travail qu'il faut vraiment suivre, et ça c'est le meilleur exemple qui puisse exister sur un plan de réhabilitation écologique. Donc ça c'est un exemple qui arrive, je dirais pas très souvent, mais souvent, assez souvent. Donc, je vais essayer de continuer avec mes mots clés, comme ça tout le monde pourra se rappeler. Donc, on avait dit prendre le temps, écouter, être humble. Et puis, finalement, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est accepter nous-mêmes de changer d'avis. Parce que cet apprentissage, c'est un apprentissage parfois avec des personnes, que ce soit des ingénieurs, des gens du métier ou des locaux, qui ont de l'expérience. Et donc, ne serait-ce que pour comprendre le problème, parfois c'est important de garder les oreilles ouvertes. Et comme nous, en tant que femmes, on nous le dit beaucoup, n'oubliez pas, vous avez 2 oreilles et une seule bouche. Donc, il faut écouter 2 fois plus. Donc, et là, je le dis aussi pour les gens du métier ou bien les futurs comme vous qui iront vers ce métier. Apprenez à écouter et à garder en tête ce que vous écoutez. Ça sera précieux. Si c'est pas maintenant, c'est dans 8 mois. Ce sera précieux pour vous. Merci, c'est très très inspirant. Je pense que ça parlera à beaucoup de futurs ingénieurs écologues ou tous les gens dans le domaine, ou même des gens qui découvrent ce milieu. Et personnellement, moi aussi, ça me motive beaucoup à continuer le travail dans la biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder, ou est-ce que vous avez des projets futurs sur lesquels on pourrait vous attendre, vous retrouver On a plein de projets futurs, on a plein de projets sur lesquels on travaille, et c'est tellement divers que ce qui est très intéressant dans notre cas, c'est qu'on représente cette compagnie française Ecomed qui est en France. Donc on la représente à l'international. Donc on passe notre temps à un peu, je ne dirais pas à voyager, mais de passer d'un pays à l'autre, de voir plusieurs écosystèmes qui sont pas très très communs ici sur le territoire français. Donc on passe dans des écosystèmes qui puissent être de l'aride, semi-aride, tropical. Donc voilà. Et plein de projets qui sont très intéressants, comme des projets de mines d'or, comme des projets comme le projet The Line en Arabie, comme le projet Neom, comme le projet plein de projets en Indonésie. Si tu parles d'éoliennes, donc c'est un peu partout, et c'est très intéressant. Donc c'est tellement de projets, mais chaque projet a son identité, et c'est là qu'il faut vraiment être très flexible soi-même aussi. Et je rajouterai pour finir peut-être que les compétences que nous avons acquises de notre pratique en écologie de la restauration et en restauration écologique sont des compétences transposables. Donc on les réutilise dans l'aménagement du territoire, on les réutilise, on les remobilise en étude d'impact. L'étude d'impact, elle a ça de différent, que son pas de temps est beaucoup plus court. Une étude d'impact est beaucoup plus courte qu'une planification territoriale. Donc, il faut savoir prendre et mettre à profit. Mais ces mots-clés-là que je vous dis, c'est savoir écouter, travailler avec les gens, et surtout ne pas descendre du piédestal de celui qui sait tout à celui qui veut encore apprendre. Et donc ça peut être appliqué à tous les projets. Et puis si vous ou vos collègues ont envie de stage, on est ouvert à vous écouter. Et puis bonne chance à tout le monde aussi. Et puis juste dernier mot peut-être, c'est juste vraiment apprendre comment la culture des gens locaux avec qui on travaille, parce que ça peut différer dans le même pays, ça peut être très différent, la perception de la même action d'un village à l'autre, ça peut différer de 180 degrés. Donc il faut vraiment connaître les gens avec qui on travaille pour vraiment bien cibler le message et leur faire parvenir un message qui puisse passer et qu'ils puissent accepter. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour cette interview. Merci. Merci. Bonne journée.
Et voilà, c'est presque la fin de ce podcast. Mais avant de te laisser, j'aimerais te remercier. Oui, toi qui as pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. J'espère que tu y auras trouvé ce que tu cherchais, ou au contraire, que ça t'aura surprise. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, ou directement au salon Ad Natura si tu y es en ce moment. Pour ma part, ça a été un réel plaisir de réaliser tout ce projet. Je tenais à remercier chaleureusement Carla et Johnny pour le temps qu'ils m'ont accordé et surtout pour la pertinence de leur discours. Mais également aux membres de l'association Ad Natura de m'avoir fait confiance, à la bibliothèque universitaire du campus Triolet pour son prêt exceptionnel de matériel, et finalement, merci à ma mère et à mon père pour m'avoir respectivement sensibilisé à la nature et à la psychologie. À bientôt!